Bonjour et bienvenue sur la norme IAS 19, avantage du personnel. Alors, on va aujourd'hui travailler sur une initiation de cette norme IAS 19 et on va essayer de travailler rapidement sur les éléments essentiels de cette norme. Et on est parti sur la première question. Pouvez-vous nous indiquer qu'est-ce qu'on entend par avantage du personnel et les différentes catégories ? La norme IAS 19, avantage du personnel, est une norme IFRS importante. À l'examen du DCG, on aime bien vous poser des questions sur la définition d'une notion et de donner des exemples. Ici, qu'est-ce qu'on entend par avantage du personnel ? On entend toute forme de contrepartie offerte par une entreprise au titre des services rendus par son personnel. Le personnel travaille, tout ce qu'on va donner en contrepartie, en échange, c'est un avantage du personnel. La norme IAS 19 distingue trois types d'avantages du personnel. Premièrement, tout ce qui est avantage court terme. Ici, l'exemple phare qu'il faut retenir, si on vous demande à l'examen, c'est les salaires. Tous les mois, vous travaillez, tous les mois, vous percevez votre salaire. Deuxième type d'avantage du personnel, les avantages postérieurs à l'emploi. Ce qui signifie que vous percevrez cet avantage postérieurement à votre activité professionnelle, donc au départ à la retraite par exemple. Dans les avantages postérieurs à l'emploi, il y a deux régimes particuliers qu'il convient de maîtriser, les régimes à cotisation définie et les régimes à prestation définie. Les régimes à cotisation définie, ce qui est défini, c'est le montant qu'on cotise chaque mois sur sa fiche de paye, mais ce qui est inconnu, c'est le montant qu'on va percevoir in fine. L'exemple typique d'un régime à cotisation définie, c'est le régime social de la retraite. Tous les mois, sur votre fiche de paye, on décompte des cotisations retraite. Mais vous ne savez pas, avant votre départ à la retraite, quel est le montant que vous allez percevoir comme pension de retraite. Ici, c'est la cotisation tous les mois qui est définie et pas la prestation in fine. Deuxième régime, c'est le régime à prestation définie. Ici, c'est le montant que vous allez percevoir in fine qui est connu et non pas la cotisation ou ce genre de choses. L'exemple typique de l'avantage postérieur à l'emploi à prestation définie, c'est l'indemnité de départ à la retraite. C'est l'indemnité que vous percevez au moment du départ à la retraite dans une entreprise qui est souvent liée au nombre d'années d'ancienneté que vous avez réalisé dans l'entreprise. Par exemple, ça peut être 1% de votre salaire par année d'ancienneté plafonné à X%. Dernier régime d'avantages au personnel, c'est les autres avantages à long terme, autres que les avantages postérieurs à l'emploi. Et ici, l'exemple typique, ce sont par exemple les bonus long terme, les bonus sur 3 ans que certaines fonctions de cadres dirigeants ont s'ils atteignent des objectifs linéaires sur 3 ans. Donc, ce qu'il faut bien maîtriser ici, ce qui pourrait être la première question de cours à l'examen, c'est qu'est-ce qu'un avantage au personnel, la contrepartie d'une prestation rendue par son personnel, les trois types d'avantages au personnel en ayant un exemple à chaque fois. Les exemples sont à connaître puisqu'on vous a déjà demandé une fois à l'examen de définir un immeuble de placement et de donner un exemple d'immeuble de placement. Sur ces trois catégories d'avantages au personnel, on a des traitements identiques, similaires, entre le PCG, les comptes sociaux français, et les règles IFRS, notamment pour les avantages à court terme et les avantages postérieurs à l'emploi à cotisation définie. Ici, on est sur du traitement classique de saisie de la paye. Ça ne change pas par rapport aux règles françaises. Pour les autres avantages à long terme, ici on est sur des avantages d'une durée importante, d'une durée souvent supérieure à 1 an. Il va falloir actualiser ces montants si l'effet d'actualisation est significatif. Hormis ce sujet d'actualisation, il y a un régime spécifique qui fait l'objet de nombreuses dissonances entre les règles françaises et les règles IFRS, c'est les avantages postérieurs à l'emploi à prestation définie, notamment sur l'indemnité de départ à la retraite et son provisionnement chaque année, la provision pour indemnité de départ à la retraite, le traitement de cette provision pour indemnité de départ à la retraite diffère en IFRS et c'est là-dessus qu'on va porter notre attention sur le reste du chapitre. Donc la différence notoire avec le PCG réside dans les indemnités de départ à la retraite. Pourriez-vous nous indiquer les différents traitements possibles de la provision ? La provision pour indemnité de départ à la retraite en France n'est pas obligatoirement comptabilisée dans les comptes. Son calcul est obligatoire et soit vous pouvez la provisionner dans les comptes, comptabiliser une provision pour indemnité de départ à la retraite, soit mentionner le montant de cette indemnité de départ à la retraite, de provision pour indemnité de départ à la retraite, dans l'annexe. Donc vous voyez qu'il y a deux traitements comptables, mais dans les deux cas, il faut calculer le montant de l'indemnité de départ à la retraite.
Il y a quand même une des deux méthodes qui est une méthode de référence, donc une méthode préconisée par le PCG, c'est la méthode de la comptabilisation en provision. Dans la pratique, c'est pas forcément la méthode la plus pratiquée. Pour les filiales d'un groupe présent dans un périmètre de consolidation, généralement c'est comptabilisé en provision, puisque le retraitement conso vous impose de comptabiliser la provision pour indemnité par la retraite. Par contre, pour les petits dossiers qui ne sont pas dans un périmètre de conso, généralement, ce n'est pas provisionné dans les comptes parce que la provision n'est pas déductible. Enfin, elle est déductible à hauteur du montant couvert. Donc, faut payer un fonds pour pouvoir où on couvre le montant de l'indemnité par la retraite. Et ça, c'est très peu utilisé dans la pratique. Donc, la provision n'est pas déductible. Ce qui fait que les comptables, ils alignent souvent le traitement comptable avec la règle en fiscalité et fait que la provision n'est pas ou peu comptabilisée si ce n'est pas obligatoire. En IFRS, aucune considération fiscale, aucun choix laissé à l'entreprise, une seule méthode possible, la comptabilisation de la provision pour indemnité par la retraite. Pouvez-vous nous indiquer comment est calculée la provision pour indemnité de départ à la retraite et nous donner un exemple, s'il vous plaît ? Le calcul de la provision pour indemnité de départ à la retraite est réalisé sur la base d'une méthode de calcul particulière qu'il faut connaître, qui s'appelle la méthode des unités de crédit projetées. Cette méthode, elle permet de déterminer l'obligation, donc le montant de la PIDR, de la manière suivante. En fait, votre point de départ, c'est de voir à quelle date on se situe et notre population, notre cadre ou notre salarié, à qui on doit calculer une provision pour indemnité de départ à la retraite, quel est son salaire à aujourd'hui. Vous devez projeter son salaire jusqu'à la date de son départ à la retraite. Pourquoi il faut projeter le salaire d'aujourd'hui au salaire de la date du départ à la retraite? C'est parce que c'est sur le dernier salaire que sera assis le calcul de l'indemnité de départ à la retraite. Une fois qu'on a projeté ce salaire à la date de départ à la retraite, eh bien, on va pouvoir calculer notre indemnité de départ à la retraite. Souvent, ça dépend des conventions collectives, ça dépend des contrats, ça dépend des sociétés. Ça peut être, par exemple, 2% du salaire par année d'ancienneté. Une fois qu'on a cette indemnité, eh bien, on sait que cette indemnité, on va la payer à une date future. Cette date future, c'est à l'âge de départ à la retraite quand le salarié aura 65 ans. Or, c'est une provision qu'on doit calculer aujourd'hui et qu'on doit provisionner aujourd'hui. Donc, à l'âge de 43 ans. Eh bien, il faut ramener cette date future à une date actuelle. Quel est le moyen mathématique pour pouvoir ramener une dette future, donc un montant qu'on va payer dans le futur, à une valeur d'aujourd'hui? C'est l'actualisation. En faisant ça, en projetant notre salaire, calculant notre indemnité, actualiser cette somme, on part du principe que notre salarié, qui a 43 ans aujourd'hui, va rester dans notre entreprise jusqu'à son départ à la retraite, donc jusqu'à 65 ans. Or, notre salarié, il a la possibilité de partir, il a la possibilité de quitter l'entreprise ou de ne pas être là d'ici son départ à l'âge de la retraite. Ce montant d'indemnité actualisé, il va donc falloir le probabiliser. Quelles sont les deux grandes probabilités que le salarié soit chez nous d'ici son départ à la retraite? Eh bien, c'est la probabilité qu'il reste dans notre entreprise et donc qu'il n'ait pas démissionné. Et c'est la probabilité qu'il reste vivant jusqu'à son départ à l'âge de la retraite et qu'il ne soit pas mort. Vous voyez, dans la projection, l'actualisation et la probabilisation, on va devoir utiliser ce qu'on appelle des hypothèses actuarielles pour faire nos calculs. Le salaire projeté, il va dépendre d'un taux de croissance du salaire. Notre salarié, il gagne aujourd'hui 50 000 euros. C'est pas parce qu'il gagne 50 000 euros annuels bruts aujourd'hui que d'ici son départ à l'âge de la retraite, il gagnera autant. Donc, il va falloir projeter son salaire avec un taux de croissance de salaire. Taux de croissance qui est généralement calculé sur la base des X dernières années. Si ça fait 10 ans que, là, en moyenne, vous augmentez vos salaires de 2%, on utilisera un taux de croissance de salaire de 2%. Première hypothèse actuarielle dans le calcul de la PIDR. Vous avez vu que cette somme-là, il va falloir l'actualiser. Donc là, il faut utiliser un taux d'actualisation. Le taux d'actualisation est la deuxième hypothèse actuarielle. Pour la probabilité, on a dit qu'il y avait deux types de probabilités. La probabilité que le salarié reste d'ici son départ à la retraite, on va utiliser un taux de turnover. Et la probabilité qu'il ne meurt pas d'ici son départ à la retraite, on va utiliser un taux ou des tables de mortalité. Vous voyez que là, chacun de ces quatre éléments sont des hypothèses actuarielles. Et on verra que normalement, ces hypothèses actuarielles, il faut essayer de garder une certaine homogénéité dans les méthodes, une certaine linéarité, une certaine
permanence des hypothèses actuarielles pour que, entre 2 années, on n'ait pas des effets de variation qui soient liés à un changement d'hypothèse actuarielle. Si vous avez une PIDR qui augmente, ça doit normalement être lié au fait que vos salariés ont travaillé une année de plus ou qu'on a embauché des nouveaux salariés et pas lié à un changement de taux d'actualisation, un changement de taux de turnover. Voilà. Si vous changez une hypothèse actuarielle, on parlera de variation d'hypothèse actuarielle. Et ça sera un traitement comptable bien spécifique. Vous voyez qu'ici, ce sont des estimations comptables qui sont très importantes et qui font l'objet de beaucoup d'estimations, beaucoup d'hypothèses. Dans la vraie vie, quand vous multipliez le nombre de salariés et que vous multipliez le nombre de conventions collectives, de règles de provisionnement, de géographie avec des tables de mortalité spécifiques à chaque salarié, à chaque zone géographique, à chaque catégorie socio-professionnelle, généralement, ce travail de calcul de la PIDR est réalisé par un spécialiste des calculs, c'est un actuaire. Mais certains logiciels de paye, quand vous avez peu de salariés et peu de complexité dans les calculs de votre indemnité par la retraite, peuvent calculer la PIDR. Prenons un exemple de calcul de la PIDR. On va faire le calcul au 3112N et au 3112N+1. On se situe dans la société Ines qui prévoit pour son personnel une indemnité de fin de carrière calculée sur le dernier salaire annuel. Donc on a l'obligation d'avoir ce dernier salaire annuel pour pouvoir calculer notre indemnité de départ à la retraite. Notre indemnité, elle doit être égale à 2% de ce salaire par année d'ancienneté. Le taux moyen d'augmentation de salaire dans l'entreprise, c'est chaque année, vous augmentez vos salariés de 3%. Le taux d'actualisation à retenir est de 5%. On a une salariée qui s'appelle Cécile qui est entrée dans l'entreprise Ines le 1er janvier N-11. Son taux de probabilité de présence, donc c'est-à-dire la conjonction d'une table de mortalité en fonction de son âge et du taux de turnover de l'entreprise, est de 95% à fin N et 96% à fin N+1. C'est cohérent que ce taux il augmente plus on se rapproche de la retraite, étant donné que plus on se rapproche de la retraite, moins on a de chances de quitter notre entreprise. Ici, on vous dit que si vous êtes à 5 ans du départ à la retraite, votre taux de présence est de 95%, et si vous êtes à 4 ans du départ à la retraite, votre taux de présence sera de 96%. On vous indique par ailleurs que Cécile prendra sa retraite le 31/12N+4. Son salaire au 31/12N est de 24 000 € brut annuel. Son salaire au 31/12N+1 est de 25 000. Au 31/12N, on ne connaît que son salaire N, donc 24 000. On ne connaît pas encore le fait que ce sera 25 000. On connaîtra le salaire N+1 que en N+1. On a le salaire en N et il faut le projeter en N+4. Donc il faut le projeter dans 4 ans pour pouvoir avoir son salaire de fin de carrière. On va donc faire une capitalisation. On prend 24 000 de salaire actuel en N, on fait fois 1,03 fois 1 plus taux de croissance du salaire, puissance 4. Et si on capitalise, on considère qu'on va augmenter chaque année notre salaire de 3%. Et ça nous fait un résultat de salaire au départ de retraite de 27 012 € brut annuel. On calcule son pourcentage de prime d'ancienneté. Au 31/12N, notre salariée Cécile, elle a 12 années d'ancienneté. Elle a travaillé en N-11, en N-10 jusqu'en N. Ça fait 12 années. 12 années d'ancienneté et on sait que acquise, travaillée, effectuée au 31/12N. Et on sait que pour chaque année d'ancienneté, vous avez une indemnité de 2%. Donc ça fait que aujourd'hui, elle a assez travaillé pour bénéficier d'une indemnité de 24% de son salaire. Ici, on rattache uniquement les années effectuées au 31/12N pour provisionner. On ne calcule pas d'indemnité de départ à la retraite sur les années qu'il reste à effectuer. Donc son indemnité de départ à la retraite, ça sera 27 012 € fois 24%. Ce montant d'indemnité de départ à la retraite, on va le payer en N+4. Et nous, on veut provisionner ça en N. Donc ce montant futur, il va falloir l'actualiser à une date présente et il faudra aussi la probabiliser pour prendre en compte le fait que notre salariée Cécile, elle peut démissionner ou elle peut mourir. Donc ici, la valeur actuelle de l'obligation au 31/12, ça sera son salaire de départ, 27 012, fois 24% pour calculer son montant d'indemnité de départ à la retraite, fois 0,95 qui est son taux de probabilité de rester jusqu'au départ à fin N, fois 1,05, donc 1 plus taux d'actualisation, puissance moins 4. Ici, on est sur une somme future et on veut une valeur présente, on fait moins 4. Ça nous donne un montant de provision pour indemnité de départ à la retraite de 5 067.
On vient maintenant calculer la provision pour indemnité de départ à la retraite au 31-12 N+1, donc un an plus tard. Pareil, il faut estimer son salaire à la clôture. Ici, le point de départ, c'est plus 24 000, mais c'est son salaire qu'elle touche et dont on a connaissance, 25 000. Il faut capitaliser cette somme, c'est ce qu'on a une somme aujourd'hui, mais on veut savoir celle qu'elle aura plus tard, d'ici son départ à la retraite. On fait donc 25 000 fois 1 plus taux de croissance du salaire, donc 1,03, puissance 3. Ici, on est à 3 années du départ à la retraite, donc c'est puissance 3. Tout à l'heure, on était en N, on était à 4 années du départ à la retraite, c'était puissance 4. Ça nous donne son salaire au moment du départ à la retraite de 27 319 €. Le pourcentage de prime d'ancienneté, c'est le nombre d'années d'ancienneté. L'année dernière, on était à 12 années d'ancienneté. Ici, on a rajouté un an, donc 13 années d'ancienneté, fois 2%, 26% du salaire. Et on peut, grâce à cette indemnité-là, calculer la valeur de la provision d'indemnité départ à la retraite. 27 319 de salaire estimé d'ici son départ à la retraite, fois 26% de taux d'indemnité départ à la retraite, fois 0,96, qui est la probabilité que Cécile reste jusqu'à son départ à la retraite en N+1, qui a augmenté, fois 1,05, donc 1 plus taux d'actualisation, puissance moins 3. Ici, vous avez un montant d'indemnité départ à la retraite que vous allez payer dans 3 ans, et vous voulez ramener cette somme à une valeur à aujourd'hui, donc puissance moins 3. Ça fait un montant d'indemnité départ à la retraite au 31-12 N+1 de 5 890. La différence entre la provision N et N+1, elle est de 823 €. Pouvez-vous nous montrer comment est comptabilisée la variation de la provision pour indemnité de départ à la retraite en norme française PCG? Donc ici, on se situe dans la comptabilisation de la provision pour indemnité départ à la retraite en norme française en PCG. C'est pour pouvoir voir la distinction de traitement comptable entre le PCG et les IFRS, qui est la philosophie de cette épreuve au DSCG. On a calculé nos montants d'indemnité de départ à la retraite, 5 067 pour l'année N, 5 890 pour l'année N+1. La variation est de 823 €, c'est-à-dire qu'on a créé 823 € de droits supplémentaires sur l'année N+1. Selon le principe de séparation des exercices, on doit comptabiliser une charge de 823 € sur notre exercice N+1 pour montrer l'impact de cette variation de PIDR sur les comptes. Donc ici, on va ajuster le montant de la PIDR, qui était l'année dernière, le solde du compte 153, l'année dernière était de 5 067. On va l'ajuster de plus 823 pour arriver à 5 890. Pour équilibrer cette écriture, on passe une dotation provision de compte 681 pour le même montant. Là, on vient de mettre à jour la provision et ça a un impact que sur notre résultat d'exploitation parce que la dotation aux provisions d'exploitation 681 impacte ce compte-là. On va voir que le traitement comptable va différer au niveau des mouvements au débit, donc des comptes qu'on va solliciter au compte de résultat en régime IFRS. Pouvez-vous nous montrer maintenant comment on enregistre le traitement de la provision pour indemnité de départ à la retraite en norme IFRS? Le traitement comptable en IFRS est différent. En effet, dès que vous avez une notion d'actualisation en IFRS, et ça pour toute forme de provision, eh bien, la composante financement, la composante actualisation, le fait qu'on actualise une année de moins, ça doit être une charge financière. Donc il faut splitter la variation de 823 € en deux effets. On vous dit que la principale différence entre le montant de la provision en N et le montant de la provision en N+1, c'est notamment lié au fait qu'on a actualisé une année de moins. Ici, par exemple, l'effet lié à l'actualisation d'une année de moins, c'est le montant de la provision de N, 5067, provision de N, fois le taux d'actu, 5%, 253 €. Ici, on a enlevé une année d'actualisation de moins, on a, si vous voulez, désactualisé. Cette charge de désactualisation en IFRS est appelée coût du financement, finance cost, et elle est comptabilisée naturellement en charge financière. Le reste, le reliquat de la variation, c'est le coût du service et c'est lié au fait que nos salariés ont gagné un an d'ancienneté en plus. L'année dernière, on avait 12 années d'ancienneté, cette année, on en a 13, ou alors que notre salarié a gagné un peu plus en salaire. L'année dernière, son salaire était de 24 000, cette année était de 25 000. Donc, vous voyez, ici, le coût du service, ça fait augmenter le montant de la provision. Et donc, pour la différence, donc 823, la variation totale, moins
le coût du financement 253, ça fait un coût du service de 570. Ce coût du service ou service cost, lui, est comptabilisé en charge de personnel, ce qui donne une écriture suivante en IFRS. Pour rappel, pas de numéro d'écriture, mais vous pouvez présenter entre parenthèses le poste qui va être concerné, donc bilan pour B et R pour compte de résultat. Vous allez avoir une charge d'intérêt, l'équivalent d'un compte 661 en norme française, pour 253. Ici, c'est le coût du financement. Les charges de personnel pour le coût du service, c'est-à-dire 570, et le montant de la PIDR qui augmente de 823. Au bilan, pas de changement. On a le montant de notre PIDR qui est le même, c'est-à-dire 5890 à la fin N+1, mais c'est au niveau du compte de résultat qu'on a varié. On est passé d'une dotation d'exploitation à une charge d'intérêt et des charges de personnel. Tout à l'heure, vous avez parlé des hypothèses actuarielles. Si jamais je change le taux d'actualisation, où est impactée cette évolution du coût sur le coût du financement ou le coût du service ? Eh bien, monsieur Mouadib, si on change l'une des hypothèses actuarielles, ça n'aura pas un impact sur le coût du financement ni sur le coût du service, ça aura un impact sur les autres éléments du résultat global qu'on appelle aussi OCI. En effet, si demain vous changez d'hypothèse actuarielle, ça n'aura pas d'impact que sur l'exercice en cours, donc c'est-à-dire le fait que vos salariés aient gagné 1 an d'ancienneté, mais ça aura aussi un impact sur le montant des provisions des années antérieures. Et ça, selon le principe de séparation des exercices, ça ne doit rien avoir à faire dans l'exercice en cours. Donc on va mettre ça en autre élément du résultat global, on appelle en anglais OCI. On parle en fait, quand vous changez de taux d'actualisation, d'écart actuariel. Les écarts actuariels en IFRS, ce sont des variations de l'obligation, donc de la PIDR, au titre de prestations définies. Donc la PIDR, c'est une prestation définie, qui résulte soit d'ajustements liés à l'expérience, c'est-à-dire des effets et des différences entre les hypothèses actuarielles antérieures et ce qui est effectivement produit. Donc on se rend compte qu'on utilisait un taux de turnover de X%, mais en fait, dans la réalité, il est plus proche d'un autre. Ou alors de changement d'hypothèse actuarielle. Vous avez un taux d'actualisation à 5% historiquement, vous passez à un taux d'actualisation à 4%, parce que ça représente les meilleures conditions de marché, parce que ci, parce que ça. Là, on est aussi sur un écart actuariel. Là, dans notre cas d'espèce, dans notre hypothèse, c'est quoi les hypothèses actuarielles qui peuvent être modifiées ? On aura un écart actuariel si le taux de croissance de salaire diffère de 3%. Si on passe à un taux de croissance de salaire de 4%, de 5%, de 2%, ça sera un écart actuariel. Si on utilise un taux d'actualisation différent de 5, on aura aussi un écart actuariel. Et en l'espèce, si on utilise un taux de turnover ou une table de mortalité qui entraîne pour cette salariée, Cécile, un taux de probabilité différent de 95% en N et 96% en N+1, il y aura aussi un écart actuariel. Vous voyez ici que ces écarts actuariels, ça va avoir un impact sur la provision N, mais ça va aussi remettre en question tous les calculs qu'on a réalisés par le passé. Ça n'a rien à faire en charge financière ou en charge de personnel sur notre exercice, donc en résultat net. Ça doit être mis en autre élément du résultat global, OCI. Il est peu probable qu'à l'examen, on vous demande de calculer, d'isoler l'effet d'un écart actuariel. Par contre, son traitement comptable et sa considération dans les comptes pourraient vous être demandés. Donc là, ici, un exemple chiffré, la suite de notre salarié Cécile, on suppose qu'un écart actuariel au 31 décembre N+1 majeure l'obligation au titre des prestations définies de 300 € et les coûts du service passé de 1400 €. Eh bien, vous voyez que dans l'écriture, on va mettre un compte d'écart actuariel qui sera comptabilisé en OCI ou AERG, autre élément du résultat global, une section distincte du compte de résultat pour 300 €. Et puis le reste, le sujet nous indique que c'est du coût du service, donc on met ça en autre charge de personnel pour 1400 €, ça vient ajuster le montant de la PIDR de 1700. Ce qu'il faut bien retenir, ce qui pourrait être l'objet d'une question de cours ou bien une écriture comptable, c'est que tout écart actuariel doit être comptabilisé en AERG OCI. Très bien. Et maintenant, que se passe-t-il si un salarié part effectivement à la retraite ? Eh bien, si votre salarié part à la retraite, vous avez provisionné pour anticiper cette dépense. Lors de son départ à la retraite, sur son bulletin de paye, on va lui verser une indemnité de départ à la retraite, donc ça va entraîner une charge de personnel et le décaissement d'une somme, donc un flux monétaire. À l'issue de cette charge, vous pourrez naturellement reprendre la provision qui devient sans objet vu que le salarié est parti à la retraite. Comment s'appelle cet effet
de paiement des indemnités départ à la retraite qui entraînera une reprise de la provision. On parle ici du coût des services passés en IFRS. Est-ce que vous pouvez nous synthétiser tous les effets dans un schéma, s'il vous plaît ? Oui, nous avons en effet vu qu'il y avait plusieurs explications qui justifiaient la variation d'une provision entre l'année N-1 et l'année N, et elles sont toutes reprises dans ce tableau. Par exemple, entre l'année N-1, vous avez ici un engagement, une provision, qu'on appelle en anglais un DBO, et l'année N, vous avez plusieurs effets. On a vu dans un premier temps le service cost et le finance cost, donc le coût du service et le coût du financement, qui avaient tous les deux un impact sur le résultat, c'est-à-dire le résultat net, une charge. Le service cost était comptabilisé en charge de personnel, le finance cost en charge d'intérêt, charge financière. Les deux éléments étaient une charge qui impacte le résultat net. Deuxième effet, c'est celui qu'on vient de voir juste un instant, c'est le coût du service passé, c'est les prestations qu'on a effectivement versées, donc ça aura un impact cash dans le sens où vous allez effectivement payer l'indemnité départ à la retraite de vos salariés, et derrière vous pourrez naturellement reprendre la provision qui sera devenue sans objet. Et le dernier effet, c'est toutes les augmentations ou diminutions de notre indemnité départ à la retraite liées à des changements d'hypothèse actuarielle, qu'on va appeler écart actuariel. Et ces écarts actuariels n'ont pas à impacter le résultat général, le résultat net, ça doit être comptabilisé en AERG, autre élément du résultat global, ou qu'on appelle aussi OCI. Vous avez ici les trois effets possibles qui peuvent expliquer la variation d'une provision pour indemnité départ à la retraite en IFRS.